Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'esthétique avec le chapitre 4 qui va nous faire rentrer dans des considérations un peu plus concrètes que ce qu'on a vu précédemment, qui était relativement au niveau des principes, qui était relativement, disons, préparatoire. Là, Lukács va commencer à parler de phénomènes relativement concrets en essayant petit à petit de dégager eh bien, ce mouvement de totalisation de la sphère esthétique dont il a été question dans les vidéos précédentes et donc dans les chapitres précédents. Et donc on est dans le chapitre 4 qui porte sur ce que Lukács appelle les formes abstraites du reflètement esthétique de la réalité. Alors forme abstraite, on va le voir, au sens où on a affaire à des formes artistiques qui sont en un sens, même si Lukács ne le dirait pas comme ça, dénuées de contenu. Alors les trois exemples que va prendre Lukács, qui ont un statut un peu différent, mais pour vous donner une idée de ce dont on va parler, c'est le rythme, c'est-à-dire une forme de régularité temporelle. Deuxièmement, tout ce qui est proportion et symétrie, c'est-à-dire des formes de régularité dans l'espace. Et troisièmement, la manière dont ces deux formes de régularité s'incarnent dans, alors non pas des œuvres d'art, mais des motifs artistiques, ce que Lukács va appeler l'ornementation, ce qu'on retrouve sur les tapis, sur les papiers peints, sur certains monuments, etc. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas œuvre d'art à proprement parler, mais qui consiste à orner des réalités avec des motifs géométriques, avec des motifs qui témoignent d'une certaine forme d'ordre. Première de ces trois réalités, donc le rythme. Alors, rythme, proportion, ornementation, etc. Lukács nous dit que ce sont des formes abstraites parce qu'en réalité, on va le voir, il s'agit de plaquer une certaine forme d'ordre géométrique sur une réalité humaine, une réalité organique notamment, qui n'est jamais tout à fait aussi abstraite que ça, aussi rythmée que ça, aussi ordonnée que cela. Et donc on va avoir une forme de contradiction, nous dit Lukács, mais une contradiction motrice, une contradiction qui va produire des œuvres intéressantes, entre ce caractère extrêmement géométrique de ce dont on va parler et les réalités de la vie organique qui en réalité sont toujours marquées par une certaine forme d'écart à la norme géométrique. Ça va être beaucoup plus concret assez rapidement. Première forme donc, comme je l'ai dit, c'est le rythme. Alors pourquoi est-ce que Lukács parle du rythme? Parce que tout simplement, le rythme est un des principes de l'esthétique. Par exemple en musique, en poésie, on a affaire à une certaine forme de régularité qui permettent de construire un ordre esthétique, la régularité d'une mélodie, la régularité de la métrique d'un vers, etc., qui, la plupart du temps, sont considérés comme quelque chose d'important pour l'art. Et donc, ce que Lukács va essayer de faire, c'est de, conformément à sa perspective, de générer cette notion de rythme, qui passe de fait pour un élément important de l'art, à partir d'une réalité fondamentale qui est toujours la même, à savoir le travail, en montrant comment, sur la base d'une activité humaine qui au départ est une activité laborieuse, qu'a pour but une utilité immédiate, petit à petit on va voir se détacher une forme, alors abstraite dans un premier temps, à savoir le rythme, qui va être considéré pour elle-même et non plus seulement comme un moyen au service d'utilité abstraite. Alors le rythme dont parle Lukács ici, c'est le rythme humain. Lukács va laisser un peu de côté, on en reparlera plus tard, tout ce qu'il appelle les rythmes environnementaux, c'est-à-dire le jour et la nuit, le cycle des saisons, etc., etc., puisque Lukács va nous dire, en réalité, ce qui l'intéresse lui, c'est la manière dont ces rythmes-là se reflètent dans les pratiques humaines. Et donc, ce n'est pas les rythmes environnementaux en tant que tels, qui sont certes importants, mais qui sont importants comme une forme d'arrière-plan sur lequel va se développer un rythme proprement humain. Le premier rythme étant celui des activités organiques de l'humain, la respiration, la marche, etc. Tout ce qui fait que, globalement, nos activités suivent un certain tempo ordonné. Et la première idée de Lukács, ça consiste à dire que dans n'importe quelle activité, la notion de rythme est en réalité ce qui facilite les activités, et notamment les activités laborieuses. En gros, si vous prenez n'importe quelle activité laborieuse, si vous découpez un truc, si vous hissez une voile, si vous êtes en train de bricoler quelque part, etc., il est toujours plus facile de suivre une activité rythmée qu'une activité arythmique dans laquelle les mouvements ne se succèdent pas de manière régulière. Il y a une facilité tout simplement du rythme qui explique la centralité de cette notion au départ dans les processus humains et notamment dans les processus laborieux. Donc première idée de Lukács, le rythme est d'abord et avant tout un moyen de faciliter le travail par une forme d'automatisation appliquée même à l'humain.
le fait de faire toujours le même rythme qui, encore une fois, produit de l'efficacité par la répétition. Et c'est quelque chose qui va demeurer important pour Lukács, puisque finalement ce qu'on va retrouver avec cette notion de rythme, avec cette notion de répétition à intervalles réguliers, c'est une certaine capacité humaine à produire des réflexes dans le travail, à produire une activité qui, encore une fois, est quasi automatique, c'est-à-dire qu'elle se sépare des processus réflexifs de l'individu, c'est quelque chose qu'on fait machinalement, comme on le dit, grâce, encore une fois, à cette répétition rythmée. Un exemple que prend Lukács pour essayer de faire le lien entre cette automatisation et petit à petit les rythmes esthétiques, c'est l'exemple de la chanson. Lukács reprend les travaux d'un auteur allemand qui s'appelle Bücher, qui fait une histoire de la chanson à travers sa naissance dans les champs de travail. Champs de travail qui permettent encore une fois de rythmer une activité, notamment dès qu'elle devient collective. Alors un exemple parmi d'autres, c'est celui, j'en sais rien, des chants de marins, où le fait de chanter en chœur permet de rythmer les gestes collectifs, qu'il s'agisse de hisser une ancre, de lever la voile, de ramer, etc. On retrouve cette idée du rythme avec aussi les tambours qui permettent de rythmer l'activité des rameurs sur les galères, etc., etc. Bref, on a une première forme de rythme qui est à la fois laborieux, puisqu'il sert le processus de travail, et qui, cela étant, va commencer à produire des réalités qu'on appellera des réalités esthétiques, par exemple certaines chansons. Donc c'est première forme de rythme, elle est dans le travail, et petit à petit, nous dit Lukács, on va assister à une forme de transformation de ces chansons, de ces rythmes, etc., en cérémonie. C'est la deuxième étape après le but pratique immédiat dans le travail, le caractère cérémoniel de ces rythmes-là. Et c'est ce qui va petit à petit nous faire passer du côté de l'esthétique à proprement parler, dans l'autonomisation, encore une fois, des rythmes en tant que tels, par rapport à l'activité laborieuse qui les avait générés en premier lieu. Alors Lukács prend ici des exemples historiques où il va reprendre certains auteurs, alors c'est plus évident aujourd'hui, mais il va essayer de montrer par exemple qu'entre le vers grec, les dactyles, etc., les rythmes brefs, longs, qui se succèdent, on retrouve en partie un rythme qui est celui du forgeron, qui tape sur l'acier à intervalles réguliers mais pas uniformes, en essayant de montrer qu'il y a un lien entre les deux coups brefs, un coup fort, qui est censé, encore une fois, se retrouver dans certains vers. Donc voilà, l'idée de Lukács, globalement, c'est ça. On a une activité laborieuse qui petit à petit devient une activité cérémonielle, qui petit à petit va s'autonomiser dans des formes artistiques. Alors la question est celle maintenant du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette autonomisation du rythme par rapport à l'activité laborieuse qui l'avait générée au départ? L'hypothèse de Lukács, qui est une hypothèse qu'il partage avec beaucoup d'auteurs en réalité, ça consiste à dire que le rythme est une première forme de mise en ordre du monde. Avec l'idée de la mise en rythme des réalités, on retrouve l'idée d'une certaine, si ce n'est cohérence, du moins prévisibilité, d'une certaine mise en ordre du monde. Et Lukács nous dit que c'est quelque chose finalement dans lequel l'individu jouit de sa capacité à mettre en forme le monde. C'est une première forme de jouissance de sa capacité à mettre en forme le monde. Lukács prend l'exemple de l'enfant qui tape à intervalles réguliers sur un tambour, une table ou quoi que ce soit, et qui produit de l'ordre dans le monde par le biais de son activité. Et il nous dit Lukács, là il y a une hypothèse anthropologique qui est que voilà, l'individu humain jouit de cette capacité à mettre en ordre le monde, même de manière aussi fruste que la simple régularité d'un rythme frappé sur un tambour ou une table. Et ce que Lukács va développer à partir de là, c'est l'idée qu'on retrouve cette notion de rythme dans la plupart des grands mythes cosmogoniques de l'humanité, où ce qui est intéressant dans le mythe, c'est précisément l'apparition de ces rythmes-là, du rythme des saisons par exemple, du rythme du jour et de la nuit, etc., comme première forme d'ordre sur la base d'un chaos originel. Et Lukács nous dit, ce qu'on retrouve finalement dans ces mythes-là, c'est cette même idée, cette idée qu'il y avait un chaos et il y a une mise en ordre par une première chose qui est tout simplement le rythme. Et le rythme, nous dit Lukács, a un caractère du coup évocateur, et c'est ce qui est une notion qui va être centrale
dans ce chapitre, le rythme évoque l'idée d'ordre, évoque l'idée d'harmonie, évoque l'idée de confort et évoque en même temps l'idée d'une activité possible de l'humain sur le monde. Et c'est ce qui, encore une fois, va rendre à la fois nécessaire et jouissif cette idée de rythme qui peu à peu va s'autonomiser de la pratique qu'il a générée pour prendre un caractère certes abstrait mais évocateur en tant que tel, l'évocation d'un ordre harmonieux dans le monde. Donc première idée, cette notion de rythme, encore une fois, et comment est-ce qu'on passe du travail à l'œuvre d'art à proprement parler via ce caractère évocateur de quelque chose qui au départ avait un simple but utilitaire immédiat. Le deuxième sous-chapitre de ce chapitre est consacré à une notion qui est assez voisine de celle du rythme, qui est celui de la proportion et de la symétrie, qui constitue en un certain sens l'équivalent dans le domaine spatial de ce qu'on a vu dans le domaine temporel avec le rythme, c'est-à-dire une certaine mise en ordre du monde, cette fois sous un angle qui est l'angle spatial et non pas temporel. Là encore, cette symétrie et cette proportion, on en a un exemple dans la nature. Les feuilles des arbres, les visages humains en partie, un certain nombre de constitution organique des animaux, etc., etc. Même si, Lukács ne cesse de le répéter, la vie organique est toujours imparfaite, entre guillemets, au regard de la proportion et de la symétrie pure que dessine, disons, l'espace géométrique mathématique. Et l'idée là encore, c'est que ce qui intéresse Lukács, c'est pas tant le fait que ça existe dans la nature, c'est la manière dont l'être humain va donner du sens à cette notion de proportion et à cette notion de symétrie. Et c'est encore plus important que dans le rythme, puisque Lukács va commencer par montrer que la notion de symétrie suppose la constitution d'un centre par rapport auquel cette symétrie va pouvoir s'opérer. Et donc on retrouve là une idée qui va être aussi importante, c'est l'idée que l'être humain se constitue au centre d'un univers dont il va pouvoir petit à petit repérer des coordonnées symétriques de manière à construire un ordre cohérent. C'est le cas par exemple de l'ordre vertical haut-bas pour Lukács. Lukács cite un passage de Hegel où Hegel dit « dans l'espace euclidien abstrait, le haut et le bas, ça n'a aucun sens ». Ce qu'on a, c'est des directions qui sont absolument dénuées de toute signification. Le haut et le bas, ça suppose un centre humain. Ça suppose qu'on puisse lever la tête d'un côté et la baisser de l'autre, c'est-à-dire qu'on fasse le lien entre le centre qu'on constitue et deux directions opposées. Et Lukács nous dit, ça c'est donateur de sens parce qu'évidemment, ça va aller de pair avec tout un tas de caractéristiques axiologiques. Le haut c'est bien, le bas c'est pas bien. Le haut, c'est ce qui est de l'ordre des étoiles, de l'élévation, du supérieur, etc. Le bas, au contraire, va faire référence à des fonctions corporelles, voire même aux enfers, potentiellement dans certaines mythologies, etc. En tout cas, on va petit à petit mettre en ordre de manière abstraite le monde grâce à ces directions. Lukács nous dit, c'est exactement pareil avec la gauche et la droite. Alors c'est le cas en politique depuis la Révolution française, mais c'est le cas dans plein d'autres domaines où gauche et droite permettent également de scinder le monde en deux régions opposées, et ça va là encore donner du sens à une forme abstraite. Lukács prend un exemple en disant que dans les peuples occidentaux, par exemple, on est habitué de lire de gauche à droite, si vous dessinez une montagne sur un tableau, si vous la dessinez en gros à gauche, on a l'impression que c'est une montagne qu'on descend, alors que si vous la dessinez à droite, on a l'impression que c'est une montagne que l'on monte, parce que là encore, les directions vont permettre de, disons, diriger le regard, instaurer un ordre dans l'univers qui est l'ordre, cette fois, de la succession du regard. Et donc, on a cette prise en compte petit à petit du sujet perceptif dans la mise en ordre du monde qui s'opère avec cette notion de symétrie. Alors, là encore, ce qui va intéresser Lukács quand même fondamentalement, c'est de générer cette idée de symétrie et l'importance qu'elle prend dans la vie humaine à partir du domaine du travail. Et comme pour le rythme, Lukács va montrer que tout ce qui est proportion et symétrie au départ répondent à des enjeux d'efficacité dans le travail technique. En gros, une flèche, pour qu'elle vole droit et qu'elle atteigne sa cible, c'est beaucoup plus efficace de faire les deux pointes symétriques si vous voulez, encore une fois, être capable de maîtriser même globalement la trajectoire de la flèche. C'est le cas pour la plupart des outils, nous dit Lukács, c'est le cas évidemment de la proportion, puisque les outils humains doivent être proportionnés à leurs utilisateurs et utilisatrices. Bref, on a là encore une forme de génération de la proportion et de la symétrie et de leur importance dans le travail, puisque au départ, il s'agit de contraintes techniques. Mais
De même que c'était le cas pour le rythme, on va petit à petit avoir une abstraction vis-à-vis de cette utilité immédiate. Et dans ce passage-là, Lukács va, disons, reprendre de manière plus explicite qu'il ne le faisait pour le rythme, l'idée de l'opposition kantienne entre l'agréable d'un côté, le beau de l'autre, c'est-à-dire ce qui m'atteint en tant que sujet individuel et ce qui est universellement beau, en disant, Kant a bien compris un truc là, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'en réalité, on n'a pas affaire à une opposition catégorielle, mais à un détachement progressif vis-à-vis de l'utilité immédiate. Au départ, qu'est-ce qui fait que mon outil va être proportionné? C'est l'utilité immédiate. Et petit à petit, eh bien, je vais extraire cette symétrie, cette proportion de l'outil en tant que tel, ou en tout cas de son utilité immédiate, pour faire petit à petit des beaux outils. Des outils bien proportionnés, des outils d'apparat, des outils ou des outils de guerre, par exemple tout ce qui est les haches qu'on retrouve dans les tombes des rois, etc., dont la symétrie des motifs ne répond plus directement à un besoin utilitaire, mais répond à des intérêts proprement esthétiques. Alors là encore, on a une médiation cérémonielle, comme dans le rythme, puisqu'il est sans doute évident que ces haches d'apparat, ces outils d'apparat, servaient au départ, avaient une utilité qui n'était plus une utilité technique certes, mais qui était une utilité politique, une utilité cérémonielle. Celui qui avait la plus belle hache pouvait être considéré comme le chef, ou en tout cas c'est parce que c'était le chef qu'il avait un symbole de son pouvoir, une arme particulièrement jolie, bien proportionnée, symétrique, etc., etc. En tout cas, on retrouve comme dans le rythme cette idée que sur la base d'une utilité pratique immédiate, on voit petit à petit naître une caractéristique de l'univers, la symétrie, la proportion, qui va s'autonomiser de cette utilité immédiate pour devenir une valeur en tant que telle qui va s'inscrire dans des objets indépendamment du caractère utilitaire ou non de la symétrie et de la proportion en question. Et c'est ce qui nous mène au troisième sous-chapitre de ce chapitre, la notion d'ornementation. Alors, la notion d'ornementation, finalement, elle consiste simplement à tirer les conséquences concrètes de ce que Lukács nous a dit, puisque l'ornementation, c'est toute l'activité humaine qui consiste à orner les objets du quotidien en leur donnant une dimension esthétique irréductible à leur dimension utilitaire. C'est le moment finalement, nous dit Lukács, où ce qui était le rythme, la proportion, ce qui était des abstractions, là deviennent des œuvres esthétiques à part entière, ou en tout cas des objets esthétiques à part entière, dans des tapis, dans la décoration des murs, etc., où vraiment il n'y a plus aucune utilité technique à proprement parler. Alors Lukács ici va reprendre, toujours pareil, un certain nombre de passages de Hegel, en essayant de montrer que l'ornementation, finalement, c'est quelque chose de relativement ancien chez l'humain qui va de pair avec une certaine forme d'expression de soi, de réappropriation de son environnement, le premier environnement en question étant le corps. Et on va retrouver chez Lukács des passages sur les tatouages. Qu'est-ce que c'est que orner son corps? C'est se réapproprier en partie ce qui nous échappe en partie, à savoir notre dimension corporelle, en la travaillant, en faisant effort sur elle pour la façonner selon un but en partie conscient. Et on trouve là, sous la plume de Lukács, un débat avec une certaine anthropologie darwiniste, puisque Darwin nous dit que l'ornementation, en réalité, c'est quelque chose que les humains partagent avec les animaux et qui serait lié à ce que Darwin appelle la sélection sexuelle. C'est-à-dire qu'en gros, l'ornementation, chez les oiseaux, par exemple les plumes du paon ou les bois des cerfs, n'ont pas d'utilité immédiate non plus. Ils ont une unité proprement ornementale, et cette utilité ornementale, c'est quoi? C'est la capacité à attirer potentiellement des femelles pour permettre la génération, pour permettre la reproduction sexuée et assurer le salut de l'espèce et, en un certain sens, de l'individu reproducteur. Et Lukács va dire, Darwin, ce qu'il n'a pas compris, c'est la différence fondamentale entre l'ornementation animale et l'ornementation humaine. Lukács nous dit, l'ornementation animale, elle n'est pas exactement pareille que l'ornementation humaine, parce que l'ornementation animale, elle est, entre guillemets, innée ou naturelle, c'est-à-dire, premièrement, elle n'est pas le produit d'un travail. Deuxièmement, l'ornementation animale, nous dit Lukács, elle est liée à des caractéristiques qui sont naturelles par opposition à l'ornementation humaine, qui est liée à des caractéristiques sociales. C'est-à-dire que selon les tribus, on ne fait pas les mêmes tatouages, alors que le paon, la jolie queue du paon, c'est la même partout dans la nature. Donc Lukács va polémiquer avec Darwin sur cette idée que l'ornementation, en réalité, contrairement à ce que dit Darwin, elle produit d'un travail social et non pas simplement la conséquence d'une nature innée. Et c'est ce qui, encore une fois, va
permettre à Lukács de dériver, comme il le fait d'habitude, les réalités esthétiques d'une réalité première qui est le travail humain. Alors, la question, là encore, qui se pose et qui va se poser à Lukács une fois l'identification de la genèse de ces procédures esthétiques, c'est la question du sens. La question du sens que peut avoir la symétrie et la proportion, le rythme, etc., de tout ce qui donne sens à l'ornementation. Et c'est là que Lukács va revenir de manière relativement détaillée sur des idées qu'il avait déjà exposées dans les sous-parties sur le rythme et sur la proportion. C'est l'idée qu'avec l'ornementation, avec la mise en œuvre d'un espace géométrique régulier, ce à quoi on a affaire, c'est à la mise en ordre du monde, et cela produit un effet esthétique, psychologique, une jouissance esthétique, un plaisir esthétique sur le spectateur. Et on va avoir de longues pages de Lukács sur la ressaisie de ce plaisir esthétique, qui consiste à contempler dans une réalité ornée, qu'il s'agisse des murs d'une maison, d'un tapis, d'un édifice, etc., un certain plaisir esthétique, le plaisir de la réappropriation de l'univers, de la mise en forme, du façonnement de l'univers, non pas selon la pure contingence de ce qui est trouvé là, mais selon l'activité humaine. Et là, on retrouve des pages qui sont très hegeliennes pour le coup, dans lesquelles, encore une fois, la mise en ordre du monde est considérée comme une victoire du sujet sur la contingence de son environnement. Et au départ, cette mise en ordre du monde prend une dimension extrêmement fruste, extrêmement basique, extrêmement immédiate. C'est tout simplement la reproduction d'un ordre géométrique de manière à constituer un environnement ordonné, un environnement qui fasse sens pour le spectateur humain qui évolue au sein de cet environnement. Et c'est pour ça que les dernières pages du chapitre sont consacrées à une polémique contre un autre auteur que Lukács avait beaucoup travaillé dès les années 30-40, Voringer. Voringer qui identifiait déjà, nous dit Lukács, cette tendance de l'abstraction, en gros, à façonner un monde qui au départ est hostile pour l'humain. Voringer nous disait, en gros, il y a deux principes esthétiques fondamentaux, l'abstraction et ce qu'il appelle l'Einfühlung, ou se traduit par empathie habituellement. Voringer nous disait, voilà, dans l'art, on peut obéir à deux principes. Soit on part du principe que le monde extérieur est un monde chaotique qu'il s'agit de discipliner, et dans ce cas-là, ce qui permet de discipliner ce chaos, c'est l'abstraction, la pureté de la ligne, la pureté des courbes, etc., et l'ornementation géométrique. Dans l'autre, dans l'art de l'Einfühlung, dans l'art de l'empathie, Voringer nous dit ce qui est premier, c'est un certain rapport pacifié au monde, et il va s'agir, en gros, de restituer les impressions du spectateur sur cet univers. On n'a pas une espèce de lutte entre l'individu et l'univers, entre l'individu et le chaos de son environnement. On a au contraire une démarche qui est beaucoup plus une démarche que Voringer appelle d'ailleurs impressionniste, c'est-à-dire qui consiste à retraduire les impressions de l'artiste. Alors, ça servait à Voringer à faire quelque chose de très simple, c'est relégitimer le primitivisme et l'art abstrait au début du XXe siècle. Puisque Voringer nous disait qu'en gros, avec l'abstrait, avec une certaine forme d'art du début du XXe siècle, avec les avant-gardes, on retrouvait quelque chose de brut dans le rapport à la réalité, qui est cette espèce de rapport conflictuel au chaos du monde, qui s'exprime dans la constitution d'œuvres abstraites qui viennent justement remettre de l'ordre dans le monde. Contrairement à d'autres époques où ce chaos du monde n'était pas du tout perçu, on avait une harmonie qui s'exprimait, par exemple dans la peinture italienne de la Renaissance, où il ne s'agissait pas du tout de mettre en ordre le chaos du monde, mais d'exprimer une forme de rapport, une forme d'impression vis-à-vis d'un monde déjà pacifié, d'un monde harmonieux, etc., etc. Et donc chez Voringer, c'était au service d'une thèse pro-primitivisme, en un certain sens, qui légitimait les avant-gardes contemporaines. Et Lukács va dire qu'en réalité, pas du tout. En réalité, Lukács considère, lui, que l'ornementation, c'est-à-dire encore une fois le fait d'en rester à une dimension non figurative de l'art, non mimétique, non imitative, non représentative de l'art, c'est quelque chose de relativement abstrait, qui a une légitimité pour Lukács, mais qui constitue tout de même une forme de préalable, en un certain sens, à l'esthétique véritable, dont on va voir à partir du prochain chapitre, qu'elle est radicalement fondée sur la notion de mimésis, c'est-à-dire de représentation, d'imitation d'une réalité extérieure. Et
le caractère abstrait de l'ornementation qui se donne à voir dans le rythme, dans la symétrie, etc. pour Lukács, et en réalité, contrairement à ce que dit Voringer, non pas un principe absolu d'un certain type d'activité esthétique pour Lukács, mais un principe certes, mais qui demeure sous une forme abstraite et qui a besoin, on va le voir, de se donner un contenu représentatif, mimétique, pour véritablement donner la pleine mesure de son potentiel et participer de cette mise en ordre du monde humain dont Lukács, pour le coup, comme Voringer, comme Hegel, fait l'un des traits marquants de l'activité esthétique. Donc ça, on le verra dans le prochain chapitre, qui est le chapitre 5, qui ouvre toute une série de chapitres sur la notion de mimésis, de représentation, d'imitation, dans lesquels Lukács va poursuivre ce débat avec Voringer en montrant que l'art, et c'est une thèse qui pour le coup peut paraître problématique, l'art pour Lukács est essentiellement, intrinsèquement figuratif. Et c'est ce qu'on essaiera de voir dans les prochains chapitres, puisque en gros, quasiment tous les chapitres qui suivent à partir de là et qui constituent le livre 1 sont consacrés à cette notion de mimésis. Merci et à la prochaine fois.